À tous. Alors, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire ayant pour sujet l'évaluation de l'intégrité des tiers. Je suis Sophie Mille, responsable marketing digital au sein d'Urios et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire qui souhaite vous apporter des solutions simples et efficaces pour répondre aux attentes de l'Agence française anticorruption sur le volet de l'intégrité des tiers. En effet, le 23 juin, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'AFA lors d'un webinaire pour en savoir plus sur leurs attentes. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, j'ai le plaisir de vous présenter Nouza Ziani, notre directrice des risques export et du pôle intelligence stratégique et compliance. C'est elle qui va vous présenter nos solutions. Avant de commencer, sachez que ce webinaire durera approximativement 50 minutes. On attendait de le condenser au maximum. Nous avons bien conscience que la période est intense pour toutes les entreprises en ce moment. Je tiens à préciser que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation, soit individuellement, si nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'ensemble des questions. Et puis, nous pourrons également, sur demande, vous envoyer le webinaire et le replay. Donc, avant de commencer, je vais quand même présenter un petit peu la solution Urios pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et éditeur de logiciels spécialisé dans la performance du BFR. Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons les entreprises pour développer et sécuriser leur chiffre d'affaires en France et à l'international, sécuriser et accélérer le cash, financer le BFR. Nous avons un savoir-faire reconnu sur notre capacité à obtenir et recouper des informations stratégiques, fiables et en temps réel sur les entreprises. Notre département intelligence stratégique et compliance adresse ces enjeux maintenant depuis plus de 10 ans et se compose d'experts avec des profils internationaux dédiés au renseignement économique dans sa globalité. Allez Nouza, je te laisse la parole. Est-ce qu'avant d'aller en détail sur l'intégrité des tiers et nos solutions, est-ce que tu peux reprendre les attentes de l'AFA? Oui, bonjour à tous. Alors, merci d'être nombreux aujourd'hui parmi nous. Je suis ravie de partager cette deuxième partie du webinaire dédié à l'intégrité des tiers. Nous avons reçu, comme vient de le dire Sophie, le 23 juin dernier, l'AFA qui a co-animé avec nous un webinaire autour de cette thématique qui est un petit peu complexe dans vos organisations. Et donc, avant de démarrer, effectivement, on va refaire un petit résumé de ce qui a été dit le 23 juin dernier ensemble. Donc, avec l'AFA, on a resitué en fait l'évaluation des tiers dans le dispositif anticorruption. Vous connaissez tous le schéma célèbre de l'AFA maintenant. Donc, le pilier 3, volet prévention. Et l'AFA a insisté sur l'approche systémique qu'il fallait avoir de cette évaluation des tiers. Le régulateur a aussi rappelé dans un second temps que les assujettis qui mettent en œuvre en fait les procédures d'évaluation des tiers de la situation de leurs clients, de leurs fournisseurs de premier rang et les intermédiaires au regard de la cartographie de leurs propres risques. Et en conclusion, a insisté sur le fait que c'est vraiment dépendant de la cartographie des risques, cette évaluation des tiers. Il a été aussi évoqué une articulation entre le dispositif LCBFT et la loi Sapin 2. On a beaucoup de similitudes, effectivement, mais il n'empêche que si vous avez, les dispositifs peuvent coexister, et si vous avez décidé d'avoir un dispositif unique, il faut bien faire ressortir le risque de corruption qui est rattaché à la loi Sapin 2. Ça a été assez important à repréciser parce qu'on constate quelques manquements. Et puis, on a vu dans un avant-dernier point, le dispositif, en tout cas comment s'articulait ce dispositif au sein de l'entreprise. Le rôle de chacun dans l'entreprise ont été reprécisés à l'occasion de ce webinaire et segmentés. Par exemple, le personnel en charge de l'évaluation, lui, va collecter dans un premier temps les éléments, va faire une première appréciation sur généralement des risques évalués comme faibles selon la cartographie des risques. Donc ça, c'est un premier niveau d'évaluation. Le second niveau, ça concerne le service conformité qui, lui, va décider communément avec le personnel qui a été en charge du premier niveau sur des risques souvent élevés. Voilà. Et enfin, l'instance dirigeante va, elle, intervenir sur un troisième niveau et va prendre des décisions, en tout cas des suites à donner sur une relation d'affaires. Et généralement, ce qui a été vu, c'est que c'est souvent sur des tiers risqués, red flagués, ou sur lesquels il y a des interrogations. Et enfin, et je pense que c'était surtout le plus important de cet échange avec l'AFA le 23 juin dernier,
c'est qu'il est ressorti que l'identification des tiers, enfin, d'un facteur de risque n'interdit pas la relation, comme vous le savez, mais elle va impliquer des mesures de vigilance qui doivent être appropriées au risque qui va être identifié. Merci Nouza pour ce rappel. Avant d'aller plus loin et de rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet et de nos solutions, je sais que sur le marché, il y a beaucoup d'ailleurs de solutions qui répondent et qui proposent de répondre aux attentes de l'AFA avec diverses solutions. Donc, on se retrouve avec des entreprises de big data, des bases de données, des plateformes d'accès qui proposent des outils d'information professionnels, qui agrègent des contenus, des articles, des listes de sanctions, des données issues de nombreuses sources documentaires provenant de plusieurs pays. Quelle est la valeur ajoutée d'Urios? Comment est-ce que Urios se met en avant par rapport à toutes ces solutions? Alors c'est vrai, hein, Sophie, le marché bouge avec les nouvelles réglementations, heureusement, c'est naturel, et les solutions finalement elles sont très très variées et elles vont suivre ces dispositifs-là. Il est primordial en tout cas de bien identifier les avantages et les limites de chaque solution et surtout les percevoir comme une complémentarité. On ne peut pas avoir une seule solution unique, il faut quand même garder toujours à l'esprit qu'il faut aller chercher une information qui va être la plus à jour possible. Et c'est précisément en fait notre expertise, hein, c'est d'aller chercher une information, d'aller la recouper, la challenger pour qu'elle soit la plus fiable possible. Comme vous pouvez le voir hein, sur cette slide, notre méthodologie, on a 3 étapes. Hein. On a un recueil des données financières et économiques quantitatives, qualitatives, structurées ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un non structuré, ça va être tout ce que vous allez trouver sur Internet, la presse, le web visible, hein, ce qu'on appelle le web visible. Et puis, vous avez aussi les données structurées et disponibles, hein, que vous connaissez également, qui sont les bases de données financières, accessibles librement ou de manière payante, hein, et les sources légales également. Toutes ces informations vont être compilées par l'analyste qui va ensuite être challengée, mais directement via des interviews de l'écosystème de l'entreprise, hein, les interviews des partenaires clés de l'entreprise, des clients, des fournisseurs, des partenaires bancaires, etc. Et ensuite, on va valider ces informations et ce qui va permettre un petit peu de ressortir une étude, en tout cas à date, fraîche, qui va avoir une orientation à la fois de conformité avec un score compliance et puis sur certains cas une orientation business avec le score de solvabilité. Et ça va être véritablement un outil d'aide à la décision demain avec une information qui va être vraiment à date requalifiée et rechallengée pour qu'on soit bien à jour au niveau de ces éléments d'information. Donc, si je comprends bien, la force d'Urios, c'est de multiplier les sources d'informations et de les recouper via des interviews, finalement. Tout à fait. Après avoir expliqué cela, est-ce que maintenant, tu peux nous expliquer à quel moment nous devons choisir une due diligence, comment la choisir, comment se passe finalement le choix de solutions pour l'intégrité des tiers? Alors c'est vrai, Sophie, nous, dans le département intelligence stratégique, on a plusieurs niveaux en fait d'études hein, autour des enjeux de conformité et de business, évidemment. Donc, nos experts, ils traitent vraiment des dossiers qui vont d'une compliance check simple jusqu'à la due diligence. Alors avant de parler de due diligence, parce que c'est vrai que ça fait partie intégrante hein, de cette évaluation des tiers, hein, je voudrais quand même revenir sur la terminologie hein, de cette due diligence, mais je précise dans un contexte de conformité. C'est une définition qui est assez différente hein, finalement d'un acteur à l'autre. Pour certains, en fait, une due diligence va signifier un simple screening dans un outil de compliance et pour d'autres, ça va correspondre à un screening d'une base de données compliance allié à de l'information qu'ils auront récupérée via des questionnaires directement de l'entreprise. Voilà, donc c'est assez, on a une terminologie assez variée. La définition chez Urios, chez nous, c'est que c'est une étape clé en fait hein, dans laquelle on va aller creuser l'information qui vont être issues des organisations elles-mêmes, des bases de données, du web visible et invisible, hein, le web et le deep web. Hein, on a nos experts qui sont aguerris à ce genre de recherche, et puis du réseau, hein, notre propre réseau, hein, puisque tout ce sujet de conformité, on le traite chez Urios depuis plus de 10 ans, bien avant l'arrivée de la loi Sapin 2. Et nos experts vont recouper toutes ces informations pour écarter le risque au maximum et permettre en fait à nos clients de screener les bonnes parties prenantes
des tiers de tous leurs fichiers qu'ils auront embarqués. Parce qu'assez souvent, nos retours d'expérience nous portent à dire que souvent, quand on arrive sur l'évaluation des tiers, on a des tiers qui n'ont pas à être screenés parce qu'ils ne sont plus d'actualité. En tout cas, certains ressortent comme ça. Donc, si on revient au schéma qui est affiché à l'écran, donc certains clients chez nous utilisent à la fois l'étude de solvabilité plus la compliance check. Alors, dans quel cas de figure? Souvent, quand c'est un nouveau tiers. On embarque un nouveau tiers, on souhaite avoir le plus d'informations possible, donc à la fois commercialement sur le business global, et puis avoir aussi un regard conformité sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'est une étude qui est souvent sollicitée par nos clients sur du onboarding. Voilà, donc ça, c'était pour la compliance check qui est associée à une étude de solvabilité, mais elle peut également être complètement prise de manière isolée. Donc ça va être la deuxième prestation. Une étude compliance check, on a un seul niveau. Et cette étude-là, c'est pour un tiers qui est déjà embarqué, qui est déjà existant. Nos clients l'utilisent simplement pour vérifier parce qu'ils ont soit eux-mêmes utilisé ou intégré, injecté ce tiers dans une base de données et qui ressort avec une alerte, quelle qu'elle soit, orange ou rouge, pour voir ce qu'il en est précisément et analyser ces alertes d'une manière externalisée. Il commande une compliance check seul. Donc, c'est vrai que ça permet très rapidement, sur 2 pages en règle générale, d'avoir une identification d'un UBO et d'avoir tout de suite une analyse des alertes qui seront identifiées et vous permettre, vous, de décider de ce que vous souhaitez faire. Soit vous le passez en comité éthique avec le niveau supérieur de la direction qui décidera, soit vous le rebasculez sur une due diligence. La prochaine prestation, en fait, qui est dans ce département intelligence économique, c'est la fameuse due diligence. Donc, à partir de là, nous parlons de due diligence pour la bonne et simple raison, c'est qu'une due diligence est une vision à 360 degrés d'une entreprise ou d'une personne physique. On va donc aller pousser l'information au maximum. Et là, ce sont souvent, nos clients utilisent cette classique due diligence pour des tiers qu'ils ont topés comme des tiers à risque, orange, rouge, en fonction de l'alerte qui va remonter. Si c'est une alerte, il y a des sanctions internationales, évidemment, on va les creuser un petit peu plus. Ça peut être aussi des alertes, il y a de l'adverse média. Voilà, et ça permet aussi d'avoir une vue beaucoup plus fine de la table capitalistique, de qui est l'UBO derrière, mais d'une manière beaucoup plus fine. On va aller creuser tous les niveaux de liens capitalistiques. Et ça permettra également d'écarter une homonymie, par exemple, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations en amont, y compris de l'entreprise elle-même. Je pense au cas, par exemple, des sociétés étrangères où l'information est beaucoup plus rare et beaucoup plus compliquée à récupérer. Donc ça, c'était notre classique due diligence, qui est notre premier niveau de due diligence. On a également un deuxième niveau, qui est l'advanced due diligence. Donc celle-ci, elle est également topée, identifiée par nos clients pour des clients stratégiques, des tiers stratégiques. Ça peut être des fournisseurs, évidemment, des intermédiaires, en tout cas des tiers stratégiques, parfois couplés avec encore d'autres alertes et d'autres niveaux de risque, comme un pays, avec une perception assez importante du risque de corruption selon Transparency, évidemment, ou alors des secteurs à risque, on le verra un petit peu plus tard, on vous donnera quelques clés sur qu'est-ce que c'est que ces secteurs à risque. Et puis, ça permet, comme je vous disais, d'une manière un peu plus graduée, d'une manière un peu plus fine encore que la classique, d'aller creuser. Si on n'arrive pas à joindre le niveau 1 de la table capitalistique, on remonte au 2, au 3, au 4, jusqu'à l'ultimate. En tout cas, on essaie de balayer un peu toutes les parties prenantes qui sont embarquées dans cette relation d'affaires. Et puis, voilà, on peut analyser un risque pays si jamais on a un pays sanctionné et un secteur aussi un petit peu complexe à appréhender. Donc ça, c'était le niveau 2 de la due diligence. Et puis enfin, nous avons un dernier niveau qui est notre expert due diligence. Là, alors, c'est vraiment le retour de nos clients. C'est une étude qui est souvent demandée dans le cadre d'une typologie particulière, qui sont les intermédiaires, les agents co, les distributeurs, ou dans le cadre d'une acquisition d'entreprise. Pourquoi? Parce que alors, soit on avance en masqué, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en masqué, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire pour qui on travaille, et puis on va un peu diligenter des informations, enfin essayer de récupérer pas mal d'informations, faire des recherches OSINT, Open Source Intelligence, qui est l'open source, tout simplement, et on va le coupler à du mind, qui est plutôt de la source de l'information que l'on va rechercher humainement, c'est-à-dire qu'on va recouper en tout cas les informations à la fois
qu'on récupère automatiquement et qui sont analysés, traités, recoupés et validés par nos experts, hein, parce que on est issu, je vous le rappelle, du renseignement économique, hein, une information. Un renseignement, en fait, il peut être qualifié de renseignement si l'information a été recoupée 2 fois. Donc, sinon, ça reste basiquement une information. Donc, nous, on est plutôt dans le renseignement économique poussé sur ces experts due diligence. Et on analyse, par exemple, les qualifications, les compétences d'une personne physique ou morale qui va vous représenter à l'étranger. Le risque réputationnel est poussé à son maximum puisqu'on va aller vérifier la notoriété des affaires, le bruit que fait cette entreprise ou cette personne physique ou l'homme clé qu'on aura identifié à travers ces due diligence sur le net et vous faire ressortir tout ce qu'on va récupérer sur cette personne physique ou morale. Donc une approche évidemment beaucoup plus poussée du réseau d'affaires, du tiers, de son top management, qui n'est pas forcément là où on l'attend en fait. Donc, on identifie l'homme clé, c'est pas forcément le président. Ou, voilà. Donc, c'est important d'aller jusqu'au bout, de prendre le temps. Et c'est pour ça que nos clients utilisent plutôt cet expert due diligence sur cette typologie de tiers. Et puis, un pays sous sanction, évidemment, aujourd'hui, on en a quelques-uns. Donc, on est bien occupé sur ce volet-là, en tout cas macro économique, géopolitique, pardon. Donc, effectivement, on peut aller plus loin sur cet expert due diligence. Je te remercie, Nouza, pour ce schéma que je trouve très intéressant. Donc, tu nous as parlé précédemment de notre valeur ajoutée qui était la live data. Tu viens de nous montrer nos différentes solutions. On a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent sur le marché, on en a parlé, les prestataires de type base de données. D'ailleurs, nous utilisons nous-mêmes, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs prestataires de bases de données pour nous aider à mener ces études. Mais donc voilà, on a aussi cette force ajoutée, cette valeur ajoutée qui vient. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on combine les deux? Pourquoi est-ce qu'on va plus loin qu'un prestataire de base de données? Pourquoi est-ce qu'on doit revérifier l'information derrière? D'accord. Alors effectivement, le parallèle entre prestataire, ou en tout cas un outil de base de données, et puis un outil, on va dire, qui allie les deux, ou en tout cas un prestataire qui allie les deux, comme l'a dit Sophie, c'est important. Nous, on a pris le parti d'intégrer, en tout cas d'utiliser plusieurs outils de conformité. Pourquoi? Parce que l'exhaustivité va être beaucoup plus grande. Mais c'est important parce qu'on s'aperçoit que d'un outil à l'autre, il y a un peu plus d'éléments. Voilà. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'informations qui sont agrégées dans ces outils, qu'il y en a beaucoup qui sont communes, mais on a quand même quelques similitudes qui nous permettent d'avoir quelque chose de plus fin et qui va nous permettre aussi de rebondir derrière humainement parlant. Donc, ce qu'on constate effectivement, c'est que on a, alors surtout à l'export, des tables capitalistiques qui vont être incomplètes. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on recherche un IBO, par exemple, c'est important de l'avoir, de l'identifier. Nous, on va le reconstituer. S'il y a une information incomplète, on va la reconstituer. Si l'information est complète, on va la valider, on va la confirmer. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir eu un événement juridique autour de l'entreprise, un événement qui n'est pas encore officiellement disponible ou en cours d'inscription au niveau des registres, ou tout simplement, voilà, on l'a repéré par du réseau, etc. Donc, on peut potentiellement reconstituer une table capitalistique et surtout, comme je le disais tout à l'heure, essayer de remonter toutes les chaînes capitalistiques de holding intermédiaire qu'on ne souhaiterait pas mettre visible, qu'on trouve bien sur les plaquettes commerciales, très jolies, mais qu'on ne la trouve pas, pardon, sur les plaquettes commerciales. Nous, on va essayer de les récupérer. On va essayer de remonter ce qui n'est pas identifiable de manière officielle tout de suite. Donc, on peut avoir des surprises sur des holdings ou des sous-holdings intermédiaires qui sont basés, par exemple, dans des pays offshore. Ça peut être un cas, ou dans des pays encore plus sanctionnés. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Les faux positifs, alors c'est vrai que les bases de données, et nous y compris, puisqu'on est aussi utilisateur de ces outils qui, en avantage, effectivement, nous permettent d'avoir un screen en masse. Donc ça, effectivement, c'est très, très intéressant. Mais attention aux faux positifs, on le sait, vous le savez encore mieux que nous, puisque vous avez beaucoup plus de tiers à screener. Ces faux positifs, il faut du temps pour aller les écarter, il faut du temps pour aller analyser ce qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, on a du faux positif, avec une catégorie, si c'est de l'adverse média ou autre. En tout cas, il faut de la gestion derrière, des ressources humaines, du budget, etc. Donc ça, nous, c'est vrai que les faux positifs, dans les compliance checks,
on va aller vite les regarder, hein, on va aller vite les lever. Et c'est une sorte d'externalisation de cette analyse et d'écarter ou pas, d'ailleurs, une alerte qui est remontée. Les UBO, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est vrai que les UBO, c'est un vrai sujet parce qu'en France, on a la chance, et d'ailleurs en Europe hein, aussi, hein, il y a des registres de bénéficiaires effectifs, hein, sauf qu'en France, vous savez que effectivement c'est du déclaratif. Hein, aujourd'hui, hein, le registre national des bénéficiaires effectifs, c'est une information déclarative. On est, je crois, à une soixantaine de pourcents hein, de sociétés françaises qui déclarent leur UBO sur ce registre. On est à peine à moins de 20% qui mettent à jour cette information. Donc, ça veut dire derrière qu'il faut penser à, OK, on a un registre qui nous indique que telle personne voilà, est UBO et bénéficiaire effectif. Ben voilà, il faut avoir l'esprit qu'il y a quand même un pourcentage important qui n'est pas à jour. Donc, c'est important. Nous, on va le challenger, on va récupérer au même titre que vous cette information sur ce registre bénéficiaire, mais on va aller le vérifier de manière systématique. Et puis, on l'a dit, hein, les red flags hein, des adverses médias ne sont pas toujours vérifiés, donc nous, on les vérifie d'une manière complémentaire et systématique. Donc, comme je vous le disais en résumé, l'avantage des outils de conformité, c'est le screening en masse. Hein, ça vous fait gagner un temps énorme sur des flux importants, quand vous avez un flux important à embarquer, en tout cas par rapport à ce que recommande l'AFA. L'avantage sur un prestataire comme nous, c'est effectivement une vérification beaucoup plus complète de l'information, encore une fois, à mettre en rapport avec votre cartographie des risques, votre typologie de groupe, de tiers risqués, moyennement risqués ou faiblement risqués. Voilà, c'est vraiment un arbitrage à avoir. C'est pas la peine de vérifier tout le temps, mais c'est à vous de segmenter votre risque et en fonction de la segmentation et du niveau que vous allez identifier, eh bien, effectivement, il y a un réel avantage à aller beaucoup plus loin dans cette information, en tout cas à mettre à jour. Donc, si j'ai bien compris, Nouza, effectivement, les prestataires ou les outils de conformité sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de remonter déjà un maximum d'informations. Mais finalement, derrière, on s'aperçoit qu'il y a parfois un manque de granularité ou de pertinence de la donnée. L'entreprise doit aller la vérifier, mener un suivi, tracer les informations, ce qui prend quand même énormément de temps. Ça reste un travail chronophage qui nécessite d'avoir une équipe qui soit 100% dédiée. Donc, est-ce que maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qu'on fait, tu peux nous donner un exemple d'une due diligence que nous avons fait nous, des informations que tu remontes et nous expliquer comment tu as été rechercher la donnée, ce que toi tu as trouvé, ce que tu as dû faire, là où toi tu as dû creuser pour avoir l'information exacte. D'accord. C'est vrai qu'on a choisi de vous montrer un petit peu visuellement qu'est-ce que c'est. Alors, les slides, vous verrez qu'on va vous présenter n'ont rien à voir les unes avec les autres. On les a pris de manière isolée pour que vous ayez une idée plus précise hein, de ce qui peut ressortir d'une due deal. Ici, on a pris le niveau le plus complet hein, chez nous, qui est l'expert, hein, avec le summary. Hein, donc on a pas mal d'études qui partent en anglais, hein, mais évidemment, on peut les faire en français. On a une approche par les risques, hein, comme le recommande l'AFA, hein, tout simplement. Hein, mais là, on est parti sur du risque, on va adresser du risque business. Donc, au départ, vous avez un résumé hein, des études, enfin des investigations qui ont été menées sur la cible. On a une approche par les risques, je le disais, donc le risque business, le risque homme-clé, le risque réputationnel, évidemment, le risque financier, le risque de conformité. Je vais rentrer rapidement dans les détails. Donc, sur le risque business, vous allez avoir une présentation globale de l'entreprise avec un organigramme hein, qui va être dédié et recoupé. Hein, on va vous montrer comment. Le business model de l'entreprise, c'est important de comprendre comment est organisée l'entreprise commercialement, au niveau capitalistique, etc. Ensuite, on va s'intéresser aux hommes clés de l'organisation. On va vous donner en tout cas les principaux dirigeants de manière officielle et puis les opérationnels, ceux qui derrière en réalité vont être acteurs, en tout cas actifs hein, au niveau de l'entreprise hein, au quotidien. Et puis on va identifier les personnes clés de la société. On va vous dresser des profils, des backgrounds hein, sur ces personnes. On vous montrera une slide dédiée. Et puis surtout, on va s'intéresser, on va faire un focus sur le bénéficiaire ou les bénéficiaires effectifs qu'on aura identifiés. Pour quoi faire? Pour déterminer son business network, hein, son réseau d'affaires, qui va un petit peu nous donner aussi des indications
lever des zones à risque, moyennement à risque, les liens entre des organisations et ce top management. Et puis le risque réputationnel, tout à l'heure je l'ai dit, on cherche dans le web, dans le deep web, qui reste encore légal, je vous rassure. Le web, c'est seulement 4% de l'information disponible. Le deep web, c'est beaucoup plus. Et nous, nos experts sont en tout cas formés pour aller chercher ce type de data. C'est de l'information qui est cachée en fait sur le net, qui n'est pas interdite du tout. Nous, je vous le rappelle, nos experts ont un agrément préfectoral pour traiter cette donnée, surtout quand on traite sur des personnes physiques. Donc, on a en fait des techniques d'investigation sur le net. Donc, on va voir un petit peu le bruit que fait cette entreprise, le bruit entre guillemets sur le net, ce qui va ressortir de manière positive, négative, l'influence, sa présence sur les réseaux sociaux. Et puis, on adresse le risque financier, qui est, je vous le rappelle, un peu notre ADN de base. Et là, effectivement, c'est l'élément un peu différenciant d'autres du deal parce que les chiffres, on fait parler les chiffres. Quand on a une liasse fiscale, ça pose interrogation, ça nous permet de rebondir sur des sujets. Des liasses fiscales avec des rapports de gestion dans certains pays, on les a, puisque ça fait très très longtemps qu'on est sur l'international. Nous, on va à la source récupérer ces informations dans les langues du pays, on les traite, on les décortique et parfois on peut trouver des informations relativement intéressantes sur des ramifications, des liens commerciaux qui vont apparaître sur des liasses fiscales, etc. Ça nous permet, nous, de rebondir et d'aller chercher là où on n'aurait peut-être pas cherché si on n'avait pas dépouillé ces éléments. Question, peut-être, si on n'a pas de chiffres, qu'est-ce qu'on fait sur cette partie? Eh bien, on va chercher des chiffres avec l'investigation terrain, comme on l'a toujours fait. Donc, vous aurez quand même des éléments chiffrés, des tendances chiffrées sur des pays qui, justement, peut-être ne publient pas de bilan, comme c'est le cas sur les États-Unis ou d'autres voisins, comme la Suisse, par exemple. Ou même, vous en connaissez autant que moi sur certains pays. Et puis, on va aussi relater de la cash position, tout ce qui est trésorerie, les références bancaires, puisque comme on l'a dit plus haut, on fait des interviews de l'environnement économique de l'entreprise et les partenaires bancaires en font partie. Le compliance risk que vous connaissez à travers notre compliance check, il va être poussé un petit peu plus sur cette expert due diligence avec le country risk, qui est encore une fois lié au risque de perception de la corruption de l'entreprise, mais on y ajoute le risque commercial, c'est-à-dire tout ce qui est risque commercial classique, du risque pays comme on le connaît habituellement. Et puis évidemment, on va relater toutes les listes de sanctions, on va screener pas uniquement la personne, la cible de base, on va screener tout le monde, y compris les filiales, les sociétés liées, tous ceux qu'on va retrouver dans cet expert du deal vont passer sur les listes des outils de compliance pour qu'on voit, on essaie de détecter s'il y a une zone à risque pour notre client. Et puis, à la fin, recommandations, évidemment, parce que c'est bien joli d'avoir toutes ces informations, mais qu'est-ce qu'on en fait si on trouve des red flags, des choses comme ça? Donc, on vous donne des recommandations, des orientations, en tout cas, à avoir, et puis c'est vous, évidemment, qui décidez. Et puis, vous aurez, ce qui est intéressant aussi, ce sont les annexes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de vous donner des informations, on va aussi, toute l'information officielle qu'on aura récupérée, de manière sur des sources officielles ou avec notre réseau, seront consignées dans les annexes. Donc ça vous servira de piste d'audit pour vos organisations, pour même les partager avec d'autres services de votre société et puis les mettre sur tous les consignés si jamais vous avez un contrôle de l'AFA, de nos amis de l'AFA. En tout cas, ça peut vous permettre d'avoir toute cette documentation qui peut être intéressante pour vous, que vous pourrez conserver, évidemment. Donc ça, c'était le contenu. Je suis restée un petit peu longuement, mais on reviendra avec des exemples précis sur les autres slides. Donc sur cette slide-là, c'est la première slide en fait de notre expert due diligence, où là, on va prendre un résumé des points positifs, négatifs de cette entreprise avec un focus sur qu'est-ce en matière de conformité, parce qu'on a aussi, on a surtout ce volet-là adressé, qu'est-ce qui ressort. Donc, il ressortait sur cette étude qu'on avait un PEP. Vous savez que les PEP sont des populations
exposé, en tout cas le plus sensible au risque de corruption. Donc voilà, on vous indique qu'il y a un PEP, donc attention, peut-être qu'il faut avoir des mesures de vigilance appropriées, donc à voir comment vous allez le traiter. Et puis là, on avait des allégations de corruption suite à un appel d'offres, on le verra plus tard sur ce dossier. Donc on vous met un petit focus sur les choses sur lesquelles vous devez porter votre attention. Un score de due deal qui va être lié à la conformité au business, aux relations d'affaires de la cible en question. Et puis, on vous donne un petit résumé du global risk qui va vous permettre un petit peu de, tout de suite visuellement, en tout cas, d'avoir un premier niveau de décision peut-être. Pourquoi? Parce que je vous dis ça parce que notre due deal, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que c'est des dossiers qui sont volumineux. De toute façon, ils ont une quarantaine de pages. Donc, il est important que vous ayez des slides. Ça, c'est vraiment, on a co-construit beaucoup de choses avec nos clients. C'est important qu'ils aient des slides récapitulatives, visuelles, qu'ils partagent assez souvent d'ailleurs en comité de conformité pour qu'ils aient une lecture plus résumée et en même temps décider plus rapidement. Et puis ensuite, chacun se partage les slides pour aller voir un petit peu plus dans le détail. En tout cas, c'est comme ça qu'on a co-construit ces due deal. Donc voilà pour cette partie résumée qui est la première page d'une expert due deal. Et puis si on passe... Excuse-moi, je ne sais pas si tu l'as dit, mais bien évidemment, les exemples qu'on montre sont totalement anonymisés. Oui, tout à fait. Okay. Et puis en plus, on les a pris un peu au hasard. Il n'y a pas un dossier qui est lié, comme on l'a dit au départ. Tout à fait. C'est ça. Tu as raison de le repréciser. Donc là, c'est une autre slide. Comme je vous ai prise au hasard, on a une quarantaine, voire une cinquantaine parfois de slides dans les dossiers. Le résumé, c'est que c'est encore des points d'intention, comme je vous disais, qui vont être partagés en comité éthique. On l'a divisé en 3 grands niveaux. Les corporate information, qui vont être tout ce qui va être lié au légal de l'entreprise, parce que c'est presque logique de dire ça, mais c'est pas si logique que ça, parce que sur l'international, figurez-vous que même l'existence légale d'une entreprise, c'est pas toujours si évident à avoir, même quand on reçoit, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un client qui avait un document qui était un peu l'équivalent de l'extrait cabis chez nous, qui a une corporation document, et en fait, on ne savait pas s'il était réel ou pas. Donc voilà, donc c'était aussi simple que ça, donc il a fallu qu'on aille recouper, revoir au niveau des registres, etc. Donc rien que ça, c'est une information en soi importante à avoir en tête. Donc le corporation information, on l'a scindé en vert et en rouge, donc si on peut avancer, voilà, on a tout ce qui est vert, c'est ce qui est positif, parce qu'on peut avoir un orange sur ce corporation information, puisque la société n'a pas pu être de manière officielle vérifiée comme immatriculée dans ce pays en question. Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Ça voudra dire derrière que vous devez avoir une action auprès de cette cible et lui demander un document certifié, etc. Et puis le valider, c'est important. Ou revoir vos contrats, etc. Sur toujours la partie verte, le compliance risk, en fait, on est sur un PEP qui a été trouvé, on a indiqué qui c'était, évidemment c'est anonyme, beaucoup de, comment dire, pas mal d'éléments autour de cette conformité sur des traitements de déchets, là c'est un cas d'environnement mais qui était assez grave, et puis pas mal d'autorités qui ont fait l'objet de perquisitions, voilà. Donc on vous met un petit peu tout ce qui a eu lieu sur cette société. Et puis enfin, notre analyse sur l'open data, tout ce qui va être poursuite, voilà, peut-être enquête, etc. Donc, on vous met 3 bullet points sur tout ce qui est positif en source ouverte qu'on a pu récupérer, et ce qui l'est peut-être un peu moins, sur lesquels, en tout cas, il va falloir que vous vous penchiez, parce qu'encore une fois, la décision vous appartient. Nous, on est là pour vous mettre en avant ce qu'il faut lever, ou en tout cas vous aider à avoir une décision finale. Donc ça, c'était une autre slide qui est aussi très visuelle. On a décidé de vous montrer que les slides visuels parce qu'elles résument bien en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc si on passe à la slide suivante, Sophie, s'il te plaît. Donc voilà, alors là, c'est assez intéressant parce que c'est du deal, comme je vous l'ai dit, c'est de l'intervention humaine. Couplé à de l'information officielle, tout ce qu'on peut récupérer rapidement sur le net, ou pas rapidement d'ailleurs, parce qu'on peut passer des heures à chercher des choses. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le risk mapping. Donc là, vous voyez qu'on a notre cible qui est au milieu, le subject firm qui est en jaune au milieu, et on va retracer un petit peu toutes les ramifications
possible au niveau de sa structure et voir un petit peu les zones de risque. Est-ce qu'elles sont situées plutôt au niveau du top management? Est-ce qu'elles sont situées plutôt au niveau des entreprises liées ou en top ou en dessous, hein, au niveau des filiales? Ou est-ce que c'est une société annexe qui est liée par les dirigeants, comme on l'a dit? Voilà. Donc ici, on a un code couleur sur votre gauche avec des indications de la parent company qui est la maison mère, la société cible, les filiales en bleu, et vous avez les risk areas en fait qui sont en fait les zones à risque sur lesquelles on attire votre attention avec un code couleur en rouge et puis de l'orange, etc. Donc en rouge, évidemment, il faut aller vite voir ce qui se passe, hein, qui ça concerne. Ça concerne ici des filiales opérationnelles, on a des allégations de corruption suite à un appel d'offres, donc il va falloir aller fouiller. Donc on vous montrera tout à l'heure comment on fouille sur une alerte, parce qu'une alerte, il y a des surprises parfois, agréables ou pas, mais en tout cas parfois on a des surprises agréables. Donc, on vous l'expliquera un petit peu plus en avant. Voilà, donc ça, c'était le risk mapping qui va être vraiment lié à plein d'investigations et plein de recoupements d'informations de base formelle, informelle, etc. Si on passe à l'autre slide, donc ça, c'est le business risk. Donc là, toujours avec notre prisme d'approche par les risques. Hein. Ici, on s'intéresse à l'UBO, hein, ça fait partie, comme vous l'avez vu sur le top management, on va faire un focus sur l'UBO. L'UBO, on va l'identifier. Alors, on a deux approches, hein, comme vous l'avez aussi sans doute, une approche mathématique, une approche juridique, quand ces approches sont possibles. Hein. On ne peut pas toujours les adresser, mais en tout cas, on a des approches, on a des techniques, des formations qui sont réalisées quotidiennement, en tout cas chez nous. Ces UBO sont identifiés de quelque manière que ce soit. Si on ne l'identifie pas, on vous le dit, parce qu'effectivement, on peut ne pas avoir cette information, en tout cas, vous en êtes informé. Ces UBO peuvent être aussi des UBO par défaut, en même titre qu'un registre national des bénéficiaires effectifs qui les déclare par défaut, parfois. Donc, on a les pourcentages, on a un code aussi, quand on a des pointillés, évidemment, si vous voyez en bas, les pointillés signifient qu'en fait, ce sont des sources non officielles, c'est issu de nos propres recoupements, et tout ce qui est très plein, hein, c'est officiel, ça a été recoupé de manière officielle. Les pointillés sont importants quand même parce que ça existe, c'est réel, on les a trouvés, on les a recoupés, etc. Donc, et ça nous a permis de remonter l'UBO qui est en jaune avec des petits drapeaux, si jamais il y a des pays un peu qui doivent attirer le regard, par exemple. Donc voilà UBO, et c'est une slide en fait qui va nous permettre derrière d'avoir une slide qui est très importante. Alors, nous avant d'aller plus loin, si je peux me permettre, il me semble que ce schéma, c'est une reconstitution que tu as faite à la main en partant du groupe. C'est toi qui as remonté en cascade sur 6 niveaux pour trouver l'UBO exact. Cette information, tu ne l'as pas trouvée dans la base de données. Donc, c'est vraiment ton travail approfondi, ton audit approfondi d'expert qui t'a permis de trouver qui était réellement l'UBO. Exactement, Sophie. Hein, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent, on trouve facilement, surtout en France, des organigrammes rapidement reconstitués. Voilà, on peut les retrouver rapidement. Sauf que la réalité, c'est qu'effectivement, nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin, de les reconstituer. Et s'il y a une divergence ou une information incomplète, parce que parfois, en fait, sur certaines sources, on va sauter 3 étapes de capitalisation. Dans ces 3 étapes, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 étapes. Comme on l'a dit au début, est-ce que ce sont des sociétés holding sous holding, des véhicules financiers où ils sont basés, où ils sont domiciliés? Est-ce qu'il y a des enjeux liés à des pays sous sanctions, à des États sous sanctions, etc. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une approche plus fine et puis reconstituer toutes les strates liées à une cible jusqu'à son ultimate, mais en essayant vraiment graduellement, et ça ne peut pas être fait de manière automatique. On reconstitue, on va d'un registre officiel à un autre, même si c'est dans un autre pays. On a cette expertise-là depuis longtemps sur l'export chez Urios. Donc, on est capable de remonter, même si on change de pays, sur des registres officiels et de reconstituer tout ça et ensuite le confirmer par des interviews. Donc, exactement, ce ne sont pas des organigrammes que vous retrouverez, c'est des organigrammes qui sont issus d'investigations à la main faites par nos experts. Et donc, sur la slide suivante, effectivement, là, ça fait partie de notre
top management risk, la rubrique qu'on adresse sur le top management. Donc là, on essaie de, déjà, c'est une première étape qui va nous servir, vous verrez sur la slide suivante. Pourquoi? Parce qu'on va déjà comprendre qui sont ces personnes. Donc, on retrace un petit peu l'état civil. Voilà, le background professionnel, évidemment, les mandats, s'ils en ont, un petit peu les distinctions qu'ils ont pu avoir, s'ils en ont, s'ils sont plutôt favorablement réputés, en tout cas tout ce qui va être en termes d'informations récupérées sur le web et puis auprès de nos sources, de la réputation, de la notoriété de ces personnes. Donc on va vous mettre une fiche identité de ces principaux top managers. Voilà. Et au-delà de cette fiche d'identité, en fait, tout ce travail te permet de connaître et d'identifier le réseau de chaque personne et de voir les liens qu'il peut y avoir entre eux ou les flux qu'il peut y avoir entre eux. Et c'est d'ailleurs ce que tu montres dans la slide suivante. Exactement. C'est vrai qu'ici, on met bien les conjoints. En général, dans le profil, on insiste aussi sur les conjoints parce que, par expérience, on sait que parfois, il y a des choses qui peuvent se loger sous des relative persons, en fait, des gens proches, mariés ou simplement, voilà. Et c'est vrai que là, on met souvent les conjoints, la famille, quand on arrive à identifier des membres de la famille, des parents proches, etc. Et donc, effectivement, ce travail-là, qui peut paraître basique, entre guillemets, c'est pas du tout basique, ça nous sert de base, en réalité, pour la suite. Et cette suite, c'est cette fameuse slide de Business Network qui va être liée à la personne physique qui est identifiée comme étant le bénéficiaire effectif. Important parce que ce bénéficiaire effectif qui détient, vous savez, plus de 25% des parts de l'entreprise, eh bien, c'est quoi son réseau d'affaires, c'est quoi ses proches, qui sont ses proches, pardon. Et puis, on va essayer de reconstituer à la fois ses mandats actuels. Dans ce cas-là, on n'avait pas les mandats passés, mais on les met aussi. Donc, normalement, on a les mandats passés. On regarde un petit peu dans quelle organisation, là on a des charities dans lesquelles il est à la tête de certaines fondations, d'associations. C'est important aussi d'avoir l'identité numérique des personnes qui sont embarquées en tant que QBO. En tout cas, on regarde un petit peu, on s'intéresse aux parents proches de cette personne de bénéficiaire effectif. Et tout ça pourquoi? Pour voir si on n'a pas des choses un petit peu à ressortir, à identifier. Et là, dans ce cas, sur cette due diligence expert, on avait le cas de ce monsieur qui, en fait, son épouse, qui s'accompagne, en fait, on a identifié via la date de naissance, des recoupements, etc. On a identifié qu'elle avait donc elle était associée dans une entreprise qui était basée en Roumanie. Et cette entreprise roumaine, au final, quand on est remonté, parce que c'est dans l'expert qu'on peut remonter si loin, parce que là, on part un petit peu partout, eh bien, on a identifié qu'il y avait un pourcentage dans une société russe et puis des minor shareholders, donc des actionnaires minoritaires dont on ne sait pas à ce stade, on ne connaît pas la nationalité ni leur domiciliation, mais en tout cas, ce qu'on a identifié, c'est qu'on a potentiellement un sujet sur des pays sanctionnés. Donc, voilà. Voilà comment, en fait, ça, on ne peut pas, si on s'arrête à monsieur Bernard Dupont, UBO, c'est très bien, on le screen, peut-être qu'il n'y a rien qui va ressortir, dans ce cas, il y a 2-3 petites choses qui sortent, mais ce n'est pas gravissime, et en plus, ça ne va pas entraîner l'arrêt d'une relation, en tout cas, vous ne déciderez certainement pas de l'arrêt. En revanche, ce qu'on voit ici, c'est qu'en faisant un travail poussé, on peut voir qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que finalement, c'est lié et qu'on a des choses qui peuvent être levées, qui peuvent être dangereuses pour vos organisations demain. Donc, c'est important, ce business network qui est reconstitué à la main par nos experts. Alors oui, à la main, vous allez dire c'est très long. Oui, c'est très long, mais ça fait partie de la prestation. C'est comme ça qu'on l'a imaginé. Et puis, on essaie de pousser au maximum, en tout cas d'adresser au maximum pour écarter le risque au maximum de l'intégrité d'un tiers. Voilà. Donc là, ici, on a choisi de vous montrer un petit peu comment est traitée une alerte, tout simplement. Donc là, on source l'alerte, vous aurez la date, d'où ça vient. On va aller vérifier l'alerte, la recouper, voir si ça concerne vraiment cette entité en question. Donc là, on avait effectivement un cas d'une reconstitution d'allégation contre
contre la cible elle-même. Il y avait des sujets de perquisition, etc. Et puis on avait, en fouillant un petit peu plus, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de l'exercice sur une alerte, en fouillant un petit peu plus, finalement, on s'est aperçu qu'effectivement, la société avait fait l'objet de perquisitions, il y a eu des histoires de mairie, de favoritisme, etc. Et en creusant un petit peu plus, en fait, on s'aperçoit que l'enquête est toujours en cours. Donc, si l'enquête est toujours en cours, ça ne peut pas être en rouge, alors que au départ, on avait eu un flag rouge sur cette société. Alors qu'en creusant un petit peu, on ne connaissait pas le statut de cette alerte, en tout cas de cet événement lié à cette alerte qui a mené à une red flag qui est remontée sur la société. Eh bien, en creusant un peu plus, on s'est aperçu qu'en fait, c'était en cours, que les investigations étaient poursuivies. Donc, de rouge, nous, on l'a passé à orange. Donc, c'est important aussi de minorer les alertes dans l'autre sens. Ce que je vous disais, parfois, on a des... Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une nouvelle où il faut minorer votre risque. Voilà, j'ai un autre cas en tête où c'était un adverse média qui était lié, en fait, qui était remonté suite au nom de la société. Et en creusant un petit peu plus, on s'aperçoit, en lisant, en prenant le temps de lire, etc., on s'aperçoit que ça concerne un salarié qui avait détourné effectivement des fonds. Donc en réalité, dans le premier niveau d'alerte, on avait détournement, société, rouge. Voilà, je vous résume, mais c'est vraiment ça qui est remonté en screening immédiat en tout cas. Et quand on va un peu plus loin, c'est votre travail aussi au niveau des opérationnels, mais je pense que c'est un travail assez chronophage. Nous, on va très vite, on identifie ce qui se passe, on essaie de le remonter, on vous le résume, on vous le date, on vous le source. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce salarié a été licencié, qu'il ne fait plus partie de la société depuis quelques temps. Et du coup, on a levé l'alerte. Voilà. Donc, c'est important, des red flags peuvent ne pas en être ou peuvent être minorés. Ou à l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut ne pas y en avoir et en creusant un peu sur un UBO, on peut en avoir. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un travail qu'il faut... on a conscience que c'est un travail qui est assez lourd pour les équipes opérationnelles, ça, au quotidien. On échange beaucoup avec nos clients, on en est conscient. C'est pour ça que ce qui est important à faire, en fait, c'est plus en amont de votre cartographie, c'est bien segmenter vos risques et puis vous attacher vraiment à ces tiers qui ressortent pour vous en risque élevé ou moyennement élevé, et aller faire ce type de recherche. C'est là où ça va être intéressant pour vous. Effectivement, on ne pourra pas le faire sur tous les tiers, mais sur des risques avérés, identifiés, que vous aurez vous-même sélectionné, segmenté. Là, il faut vraiment, je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de l'exercice, externalisez-le, multipliez les solutions parce que de toute façon, il faut, et surtout quand vous avez des sujets de FUSAC, par exemple, ou d'intermédiaires, c'est des population potentiellement à risque pour les entreprises au niveau réputationnel, financier et tout le reste. Donc, c'est important d'avoir en tête que l'information, si elle n'est pas à jour, en fait, vous risquez de screener des tiers qui ne sont pas à screener, qui n'ont rien à voir avec le screening. Donc, c'est vraiment la réflexion qu'on a eue, c'est que nous, on se retrouve avec des tiers à screener et qui ne sont pas en réalité plus d'actualité. Donc, faites attention à ça et puis identifiez bien vos zones de risque pour aller plus loin pour ce type de due diligence. Voilà. Je te remercie, Nouza, pour ta présentation. Alors, je vois que le temps passe vite. J'ai pu noter quelques questions, donc on les posera peut-être pas toutes, mais en tout cas, on vous y répondra par mail. J'ai noté les noms. Donc, si je fais un résumé de quelques questions, j'en ai une qui... Quels sont les facteurs de risque qui doivent provoquer la vigilance ? Les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Il y a des facteurs de risque qui sont liés directement au tiers et puis ceux qui sont liés à la relation avec le tiers. L'AFA a pas mal publié sur ces sujets, donc je vous renvoie à leur site. Mais en fait, vous les connaissez, on en a parlé tout à l'heure. Les intermédiaires sont des facteurs de risque sur les tiers qu'il faut regarder d'un peu plus près. On l'a évoqué à l'instant, ou les tiers recommandés. Pourquoi? Parce que ils peuvent soulever des sujets de favoritisme, ils peuvent soulever des sujets peut-être qu'une prestation n'est pas vraiment liée à la rémunération qui est associée. Voilà, donc ce sont des populations qui vont vous représenter à l'étranger. Donc, il faut faire attention que ça embarque votre relation, votre réputation. Donc, ce sont des tiers sur lesquels il faut vraiment
se pencher un petit moment pour aller plus loin. On a aussi comme facteur de risque sur le tiers lui-même le risque de perception de la corruption du pays, avec, vous savez, les scores de Transparency International, l'attitude peu coopérative aussi du tiers qui doivent aussi inciter à la vigilance chez vous. Si je sais qu'aujourd'hui, les organisations se sont organisées, pardon, mais en tout cas, vous êtes mieux organisés sur cet aspect de récupération de l'information en direct. Parfois, vous voyez que c'est peu coopératif ou alors ça met très longtemps à revenir et puis quand ça revient, il faut traiter. Et puis, il faut faire attention à la monosource, il ne faut pas rester sur du déclaratif uniquement de ressources. Donc, l'attitude est importante à noter. Si quelqu'un ne veut pas trop vous répondre, bon, il y a peut-être un petit sujet, il faut peut-être traiter isolément. Les PEP, on l'a vu tout à l'heure, c'est une population qui est un peu plus exposée que les autres, le favoritisme, prise illégale d'intérêt, etc. Donc ça, il faut le lever très vite. Et puis tout ce qui est facteur de risque qui concerne la relation elle-même, le niveau de dépendance économique, faire attention à ça. Si vous avez un fort niveau de dépendance économique, enfin ce tiers a un fort niveau de dépendance économique avec vous, il faut l'isoler, le traiter différemment et regarder un petit peu comment est articulée votre relation. La devise, en dollars, c'est encore plus marqué que pour les autres devises. Vous savez très bien, parce que vous serez sous viseur des États-Unis et du Trésor américain, beaucoup plus que si vous n'étiez pas, vous n'aviez pas de transaction en dollars. Et puis, je vous disais tout à l'heure, la cohérence entre un service et une rémunération. Ça, je renvoie au contrôle comptable, évidemment. Il faut bien faire attention à ça. Donc, c'est vrai que juste un petit mot sur le risque de perception de la corruption. On parle beaucoup de transparence internationale. Faire attention aussi au secteur d'activité. Un secteur d'activité, ça peut être les industries d'extraction, ça peut être les industries de pointe, le nucléaire, enfin des sujets un petit peu sensibles. Mais encore une fois, je ramène un secteur sensible. Oui, on a des listes, il y a le CDE qui donne des listes, on a d'autres listes qui sont potentiellement, qui peuvent compléter votre perception du risque d'un secteur ou d'un pays. Donc, je pense aussi aux territoires qui sont peu coopératifs. Enfin, il y a pas mal de listes que vous pouvez implémenter également. Donc, essayez d'élargir un petit peu votre vision. Et encore une fois, un risque pour vous ne sera pas un risque pour une autre organisation. Donc, si votre principale activité, c'est l'extraction minière, vous n'allez pas mettre tout le monde en rouge. C'est assez logique. Donc, reportez vraiment, il faut vous reporter à votre cartographie des risques et à votre propre perception du risque en rapport à votre business, en rapport à votre localité, c'est-à-dire vos domiciliations, les domiciliations de vos entreprises et de vos filiales, et puis ramener tout ça à votre organisation, et ensuite vous utilisez les solutions et vous les complétez. Et surtout, faites attention à la data, il faut vraiment qu'elle soit à jour au niveau de l'information. Alors, il nous reste très peu de temps, donc on va finalement en poser que deux. Alors, la seconde, ce serait, au vu de l'actualité, faut-il réévaluer nos clients existants en priorité ou alors faire plus attention aux nouveaux clients? En fait, l'actualité a accéléré un petit peu, je peux dire l'existant aussi. L'existant, les nouveaux, on est en warning. Donc, j'ai envie de dire que quand on embarque un nouveau tiers, c'est facile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en onboarding, on va lui demander tout ce qu'on peut lui demander dès la relation. Le début de la relation, c'est plus facile. Commercialement, c'est plus facile de demander des informations parce qu'on est en signature, etc. On peut inclure directement des clauses d'audit, de due diligence de ce prestataire, de ce partenaire. C'est très facile sur l'onboarding. Mais aujourd'hui, en fait, sur l'onboarding, on le fera. Ce n'est pas une priorité, il faut le faire au fil de l'eau. L'existant est une priorité. Pourquoi? Parce que l'existant, on embarque de la relation longue, de la relation qu'on ne souhaite pas froisser, commercialement parlant. Et c'est important parce qu'on peut avoir des zones de risque même avec un partenaire qu'on pense connaître très bien ou qu'on connaît très bien d'ailleurs. C'est simplement que parfois l'information est un peu dispersée dans les organisations, elle n'est pas centralisée. On parle de plus en plus d'outils qui vont un petit peu agréger tout ça et ne plus travailler en silo. Les organisations sont censées partager l'information, partager les outils, mais ça reste aujourd'hui chronophage, même si on a beaucoup de solutions sur le marché. Il n'empêche qu'au quotidien, ce n'est pas si évident. Donc l'existant est ultra important de mon point de vue, de modeste experte du deal, en tout cas de conformité aujourd'hui, versus loi Sapin 2, évidemment.
Donc, faire attention, je dirais, plus à l'existant qu'au onboarding, parce que le onboarding, vous avez déjà le réflexe aujourd'hui, depuis déjà la loi Sapin 2, hein, donc avec des évaluations, enfin des mises à jour de cartographie, c'est ce que je constate aujourd'hui, et après une mise à jour aussi d'intégrité des tiers. Et allez, une dernière, je te laisserai y répondre assez rapidement. Quel est le niveau de due diligence le plus utilisé par vos clients et pourquoi? Alors, le niveau de due diligence le plus utilisé chez nous, c'est la classique, c'est-à-dire c'est le premier niveau des due diligence. On avait 3 niveaux, hein, pour rappel, donc on est plutôt sur la classique. Pourquoi? Parce que entre une compliance check où on a identifié des choses potentiellement à les lever, eh bien, on bascule assez vite sur le due deal classique pour aller vite écarter et vite décider. Pourquoi? Parce que souvent, d'ailleurs, c'est sur des clients déjà existants sur lesquels on se dit, oulala, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut vite décider. Donc, c'est assez souvent sur cette classique où on a quand même une vision globale moins poussée qu'une experte, hein, comme vous l'aurez compris, mais qui va déjà donner un premier niveau de risque, en fait, hein, de zone de risque pour les entreprises et qui va vous permettre de décider de la suite à donner ou non à cette relation d'affaires. Évidemment, même si on a des red flags, on ne peut pas sortir du jour au lendemain et vous ne sortirez pas du jour au lendemain, c'est normal, hein. La FA, si elle vous contrôle et que vous avez des red flags, eh bien, elle a conscience aussi que vous mettez un scénario. Par contre, il faut mettre un scénario en face de sortie ou pas, ou alors dire, bah oui, effectivement, il est red flagué, mais. Vous mettez des mesures de vigilance appropriées. Voilà, il faut tracer, archiver, ça c'est important. C'est surtout ce que regarde l'AFA au niveau de ses contrôles, hein, c'est des manquements à ce niveau-là, hein, de l'archivage des documents, et puis un manquement au niveau de la cartographie et du coup de l'évaluation des tiers, parce qu'on n'est pas sur les bons tiers à traiter, à screener. Voilà, mais c'est surtout la classique qui est très en vogue. Et puis voilà, donc après ça permet de basculer sur des niveaux supérieurs quand l'enjeu est relativement important sur des relations très long terme, des gros partenariats ou des enjeux d'intermédiaire, de représentation à l'étranger d'une personne physique. On ne l'a pas dit, hein, mais les due deals, tels qu'on vous les a montrés, là, c'était une cible personne morale. On fait la même chose sur une personne physique. On peut très bien, de manière isolée, prendre un UBO ou peut-être quelqu'un que vous allez embarquer qui va ouvrir une filiale pour vous à l'étranger sous votre nom. Donc là, pour le coup, ce n'est pas un intermédiaire, c'est sous le nom de votre organisation. Et bien là, on peut faire le même travail sur la personne physique avec les zones de risque à lever, etc. Est-ce qu'il est bien ce qu'il prétend être dans le sens intelligence économique du terme, avec des techniques d'investigation, de réputation, etc. Donc, il y a l'esprit qu'on peut faire sur les deux volets, personne physique et personne morale. Alors, je te remercie, Nouza. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà midi. Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Je précise d'ailleurs que Nouza et toute son équipe, en fonction de vos besoins et de votre maturité sur le sujet, saura vous indiquer quelle solution choisir et quoi faire aussi. Donc, on a cette possibilité de discussion et de vraiment s'adapter à vos besoins. On est toujours preneur de retours, donc si vous avez des retours à nous faire sur ce webinaire, c'est avec grand plaisir. On vous souhaite à tous une très bonne journée et potentiellement voilà, une bonne semaine également.